Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous sommes ensemble, ça y est, c'est parti. Dernier week-end du mois de mai, c'est le week-end de la fête des mamans. Oui, c'est le week-end où on souhaite avec un jour d'avance bonne fête à ma maman. Bonjour Dame Laurence. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Bonjour de plus l'ami en Jean-Luc. plus nombreux qui nous écoutent. Et puis avec une journée d'avance, bonne fête à ma maman, mais surtout à toutes les mamans de France, de Navarre et d'ailleurs. Tiens, puisqu'on parle d'anniversaire, on va parler d'un centenaire aujourd'hui. Ah, je ne les fais pas. Hein. Non. Il faudra penser comme le code de la route à 100 ans, il faudra penser à le passer, Laurence. Oui, mais non, parce qu'en fait, je fais comme mes grands-parents qui étaient nés en 1908 et 1914, ils conduisaient sans permis de conduire à l'époque. Bon, alors il est obligatoire le permis depuis même avant. On verra ça tout à l'heure. On va refaire un petit historique d'aptitude. C'est ça. On verra tout à l'heure l'historique de ce permis de conduire. Et puis, qu'est-ce qui a changé depuis le départ? Mais surtout, qu'est-ce qui n'a pas changé? Il y a des trucs qui n'ont pas changé. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, on fera un joli rendez-vous. rendez-vous. On roule à droite ou à gauche, en fait, je sais plus. Alors, en Angleterre, je sais que les abeilles volent à gauche. Mais est-ce que les abeilles volent à droite? Je ne sais pas. On a également notre rendez-vous pratique auto avec vous. Vous avez une question à poser à l'ami Jean-Luc Moreau. Vous nous rejoignez au 0826 300 300, évidemment. Question technique, question pratique, question moteur ou question quelle voiture j'achète? Ce sera à partir de 11h50. Oui, 11h50. 10 minutes avant la fin de l'émission. Puis juste avant les vacances, on verra comment on essaie de se débarrasser des pneus qu'on a en trop. Ah oui. Hein? Ah oui. C'est pas ceux autour de la taille. Non. C'est ça, il faut s'en préoccuper régime, aussi avant les vacances. Un peu de sport, ça va. Non, mais on a tous des vieux pneus. Enfin, ceux qui ont des voitures ont des vieux pneus dans leur garage. Qu'est-ce qu'on en fait? Tiens, on peut les emmener où? Eh ben, on répondra à cette question aussi avant midi. C'est parti. On vous rejoint aussi sur la page Facebook de Sud Radio où vous pouvez nous retrouver. Mais tout de suite, la première question pratique de l'émission. Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Bonjour Laurence et bonjour Jean-Luc. Bonjour Juan. Alors dites donc, bonjour. Il paraît que vous habitez en Espagne et que vous nous avez contacté par Facebook. Donc on écoute Sud Radio, on parle auto par Internet en Espagne, comment ça se passe? Bien sûr, en podcast. Yeah. Ah bah super, voilà. Sud Radio par podcast. Ouais. Vous savez Laurence, il y a même des gens, il y a un monsieur qui m'envoie des messages, il nous écoute depuis Hong Kong. Ah génial. Bah voilà. Ah c'est cool. Alors Juan, votre question, on est tout à vous. Voilà, je voulais poser une question à Jean-Luc. Il en avait parlé il y a quelque temps. Je voulais lui poser la question du graphène. C'est un matériau révolutionnaire, surtout pour les batteries des voitures électriques. Et voilà, je voulais savoir pourquoi en ce moment on n'en parle pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Laurence qui me regarde avec des grands mais yeux. C'est quoi le graphène? Mais de quoi? Mais c'est quoi le graphène? De quoi il parle? C'est cool, je vais apprendre des choses. Le graphène, ça a été découvert en 2004. Par deux chimistes qui ont eu d'ailleurs le prix Nobel quelques années plus tard. C'est pour dire l'importance de la découverte. Je vais essayer de vous le faire simple. Le graphène, c'est vous prenez une mine de crayon. C'est du graphite. Vous la pelez et vous faites une plure de 1 atome d'épaisseur. Ok. Bon, c'est pas fastoche. Non, puis alors sacré taille crayon là. Voilà, oui. Donc avec un taille crayon très fin, vous faites une feuille de 1 atome d'épaisseur et ça, c'est du graphène. Quel est l'intérêt du graphène? Alors, d'abord, c'est un supraconducteur. Donc ça va conduire beaucoup mieux l'électricité. Sa structure fait que c'est même plus solide que du diamant. Waouh. On pourrait faire, alors c'est pour ça qu'on parle beaucoup du graphène. Des bagues en graphène? On pourrait faire des bagues. Je ne sais pas si ça serait très intéressant, parce qu'en fait, la feuille de graphène, elle est tellement fine, 1 atome d'épaisseur, 0,3 nanomètres d'épaisseur. Donc, vous ne la verriez pas. Mais l'intérêt, justement, c'est que comme c'est conducteur, comme c'est très fin, on peut l'utiliser. Alors, soit pour faire des écrans d'ordinateur ou de smartphone qui vont être pliables à loisir, parce qu'en plus, c'est inrayable, puisque c'est même plus dur que du diamant. Et l'intérêt, c'est que dans les batteries, ça permettrait de multiplier par 10 la capacité des batteries, de multiplier par 10 la vitesse de charge des batteries. Alors là, donc Laurence, elle a la bouche grande ouverte. Je sais pas, pour ceux qui écoutent la radio. Et surtout ceux qui regardent Facebook, pour le coup. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est génial. Bon, ça a été découvert en 2004. On pensait, au départ, ça coûtait extrêmement cher, plusieurs millions de dollars pour faire 1 mètre carré. Aujourd'hui, on est descendu à des tarifs incroyables. Les Américains ont découvert accidentellement comment, en voulant fabriquer autre chose, ils ont fabriqué du graphène industriellement. Donc, on sait faire du graphène. Aujourd'hui, pratiquement
pratiquement toutes les nouvelles technos de batteries qui vont arriver utiliseront du graphène. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on n'en parle pas plus que ça? Alors parce que avant d'arriver vraiment à la technologie graphène sur les batteries, il y a d'autres étapes et il y a d'autres technologies. Et en particulier, les Français sont pas mauvais sur une technologie qui utilise des nanotubes de carbone. C'est toujours du carbone. Et c'est toujours du nano. Et c'est toujours du nano, et ça permettra de multiplier. Alors, c'est une société qui s'appelle Nawa Technologies, et ça permettra de multiplier par 10 la capacité des batteries, de multiplier la puissance par 10, de multiplier la capacité par 3, et avec une vitesse de charge aussi beaucoup plus rapide, et de multiplier par 6 la durée de vie des batteries. Et tout ça, ça peut s'adapter sur une batterie lithium-ion telle que ça existe aujourd'hui, parce que c'est les électrodes qui seront faites avec des nanotubes de carbone. Mais est-ce que du coup, nos batteries avec le graphène, quand ça va bien se développer, elles auront aussi une durée de... Enfin, elles auront une durée de vie beaucoup plus grande, 6 fois plus. Non, plus de kilomètres. C'est-à-dire que là, on est sur du 300, 400 km d'autonomie. En autonomie, on va y gagner aussi? Avec une batterie de la même taille que celle qu'on a aujourd'hui dans une Zoé, on pourrait faire 1000 km. Non. Voilà, et recharger en 10 minutes. Donc ça existe, c'est pas de la science-fiction, ça existe. Maintenant, il faut que ce soit développé à l'échelle industrielle, ça va arriver. Et je vous parlais de Nawa Technologies, cette société française là, qui développe les électrodes en nanotubes de carbone. Alors c'est pareil, on pourrait dire oui, mais bon, c'est de la science-fiction. Non. Je vous promets, je vais essayer là, sans doute avant la fin de l'année. Ils ont fait un démonstrateur qui est une moto. Cette moto, elle utilise alors à la fois ce qu'on appelle un supercondensateur. Petit cours de physique. Mais ça va être simple. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un supercondensateur par rapport à une batterie? Imaginez une batterie, c'est une bouteille. La contenance, c'est la capacité de la bouteille. La taille du goulot, c'est la puissance de la bouteille. Donc souvent, on a des batteries avec un petit goulot et puis une grande capacité d'eau. Et à l'inverse, le supercondensateur, ça serait une tasse. Donc on peut la remplir rapidement, la vider rapidement, mais sa contenance est moins grande. Donc là, ils marient en fait un supercondensateur avec leur nouvelle technologie, avec les nanotubes de carbone, avec une batterie lithium-ion normale, et ils vont présenter une moto. Enfin, ça y est, elle existe, la moto, mais elle va rouler bientôt. Le démonstrateur moto va rouler avec cette batterie révolutionnaire. Wow. Donc ça, je pense, parce que je connais très bien en fait le patron de Nawa Technologies, donc je pense qu'on aura la primeur de l'essai, et je vous ferai, voilà, on fera un truc, je vous dirai exactement ce que c'est. Mais ça y est, ça arrive. Est-ce que ça... Et merci, hein, Juan, de m'avoir fait découvrir le graphène, et sans doute que ceux qui écoutent Sud Radio aussi, grâce à vous, et on parle auto, en savent un peu plus. Mais question, Jean-Luc, est-ce que cette future batterie, qui commence à exister sur la moto, puisque voilà, est demain celle qui va vraiment faire basculer sans doute le monde auto sur de la voiture totale électrique? Non, ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui, tout le monde travaille sur les batteries. Le moteur thermique, le moteur à piston qu'on connaît, il a été développé pendant plus d'1 siècle. Donc aujourd'hui, il est arrivé à maturité. On peut difficilement faire mieux. Il pourra encore progresser, on en parlera d'ailleurs. Il y a des technos, et il y a Maserati qui vient de sortir un moteur révolutionnaire. Thermique, qui utilise d'ailleurs une technologie qui est dans la Formule 1 aujourd'hui et qui permettra de baisser les consommations et la pollution. Ça, on en parlera bientôt. Mais les batteries, vraiment sur les nouvelles technos de batterie pour l'automobile, ça fait même pas 10 ans qu'on travaille dessus. Bien sûr, mais ça avance vite avec votre graphène. Les progrès vont être considérables. Eh bien, Juan, est-ce que vous avez la réponse à votre question? Oui, parce que j'avais déjà écouté Jean-Luc, qui avait été un des premiers à en parler, et donc ça fait longtemps que je n'entendais pas parler du graphène. Voilà, mais surtout, je vous donne rendez-vous pour l'essai de la moto qui est faite par Nawa Technologies. Ça va être le Nawa Racer, ça s'appelle. D'accord. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Juan. Grâce à vous, on a appris plein de choses ce matin sur Sud Radio dans On parle auto. Vous êtes où en Espagne exactement, Juan? Je suis au Pays Basque espagnol, à San Sébastien. Oh, vous avez de la chance. Vous êtes à la limite, c'est pour ça que vous nous suivez aussi. On vous embrasse très fort, et puis continuez à prendre soin de vous, et profitez bien de votre jolie région. Merci Laurence, au revoir Jean-Luc, merci. Merci à bientôt. Beaucoup. Au revoir. On prend rendez-vous pour l'essai. C'est génial, le coup du graphène. Mais du coup, vu ce que vous me racontez, je me dis, voilà, c'est peut-être une des pistes aussi pour que... Non, mais c'est des gens... moi, je suis en relation avec des ingénieurs, avec des chercheurs depuis déjà... Ça fait 15 ans que je m'intéresse à ça, donc ils savent que je m'y intéresse, et c'est eux qui me contactent.
en me disant tiens, on a ce nouveau truc, donc on sera normalement au Super. fait des nouvelles techno assez rapidement. Allez, à suivre, juste après la première pause de On parle auto avec Jean-Luc Moreau, Monsieur Lamy-Jean, évidemment Jean-Luc Lamy-Jean. C'est le nom d'un L'ami restaurant, Jean-Luc. c'est pas la même chose. L'ami Jean-Luc, eh bien on va parler du code de la route qui a 100 ans. Et je crois Ah ouais, même, on était dans le futur avec le graphène, Ouais, on revient un petit peu. 100 ans en arrière. quoique du coup le code de la route il évolue aussi. Il y a hier, aujourd'hui et demain aussi avec le code de la route. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Depuis combien de temps avez-vous votre permis de conduire? Et du coup, depuis combien de temps avez-vous passé votre code de la route? On va parler de notre grand-père code de la route qui se porte plutôt bien parce qu'il est toujours là. Avec vous, Jean-Luc, puisque vous avez eu envie de mettre un focus. Je croyais que vous alliez dire parce que vous l'avez eu il y a 100 ans. Non, mais vous votre faites pas code de votre la route. âge. Non, c'est parce vrai. que vous vouliez faire un focus, parce qu'on a fêté les 100 ans du code de la route Ouais, cette semaine. c'était Ouais. le 27 mai. On en a entendu parler dans les journaux, aux journaux télévisés. Tout le monde a dit voilà, c'était le décret concernant. Alors ça s'appelait la réglementation de l'usage des voies ouvertes à la circulation. Et je me suis penché d'un peu plus près sur ces 100 ans du code de la route et j'ai découvert qu'il y avait un précédent à ce code de la route officiel. En fait, c'est l'Automobile Club des Vosges qui avait élaboré en 1904 10 articles pour essayer d'instaurer Ah, c'est un génial. peu d'ordre Ouais, sur les la routes. circulation routière. Alors, il y avait en particulier la priorité à droite. C'était des chemins, en fait. C'était pas vraiment des routes Alors, si, bitumées. il y avait- Ça a commencé alors, en oui. 1904, non? Non, il y avait des routes bitumées, des routes pavées d'ailleurs. C'est ça, Mais plutôt pas il y les avait romaines. surtout aussi, il y avait surtout des chemins. Et d'ailleurs, tiens, alors une petite parenthèse, vous savez pourquoi on est à droite et que les Anglais sont à gauche? Non? Je le fais vite fait. Oui. Parce que c'est les Romains qui ont ouvert les premières routes. C'était les voies romaines, c'était des voies militaires. Donc la Légion circulait à droite parce qu'ils se défendaient. Ils avaient un bouclier puis un pilum. Donc ils circulaient à droite pour se défendre. Au Moyen-Âge, on est passé de l'autre côté parce que les chevaliers, quand ils se battaient, ils se croisaient dans l'autre sens. Et à la Révolution française, on a décidé d'adopter le mode de circulation de la seule république qui avait existé, qui était Rome. Donc on est repassé à droite. Et Napoléon a exporté partout en Europe la circulation à droite, sauf en Angleterre, puisqu'on n'a pas réussi à les envahir. J'espère que ça sera bientôt, mais jusqu'à présent, on Il y n'avait a pas Guillaume réussi le à les Conquérant, mais c'était bien avant. C'était bien avant. Quel rapport, quel rapport. Il y avait- Non, mais pour l'Angleterre. On accueille tout de suite Céline Kastner, qui est directrice juridique et des politiques publiques de l'Automobile Club Association. Ouais, alors Bonjour. pourquoi l'Automobile Club? Bonjour. Bonjour Céline, pourquoi l'Automobile Club Association? Parce que je vous parlais de l'Automobile Club des Vosges et il a été absorbé par l'Automobile Club Association. Donc quelque part, ils sont à l'origine de ce code de la route qui est devenu donc officiel en 1921. Alors, à l'époque, je crois qu'il y avait 60 pages. Céline, il y a combien de pages aujourd'hui dans le code de la route? Je les ai pas comptés, je vous avoue, mais c'est beaucoup. Il y a beaucoup de pages, beaucoup d'articles, mais pas beaucoup d'images. Voilà. D'accord. Ah oui, Mais- on peut le lire pour s'endormir. Je crois que c'est ce que vous faites d'ailleurs, tous les soirs. Pas de commentaires. Non, mais la vraie question derrière tout ça, c'est puisque c'est plusieurs volumes avec des milliers de pages, c'est est-ce que quelqu'un peut connaître réellement les règles du code de la route aujourd'hui? Est-ce qu'il y a même un juriste qui les connaît? Toutes. Waouh. Les connaître toutes, c'est peut-être un peu ambitieux, même si c'est notre matière de travail, mais justement, c'est une matière vivante qui évolue énormément, vous l'avez dit, et qui s'adapte constamment finalement aux nouveaux enjeux de la mobilité. Et donc, si on a tout en tête, il faut aussi prévoir le petit logiciel de mise à jour. Mais c'est une matière très, très riche. Et c'est bien pour ça que nos juristes en droit routier ne s'ennuient pas, parce que ça évolue Ouais, ça évolue constamment. en permanence. Bon, cela dit, il y a des choses qui n'ont pas beaucoup changé depuis le premier code de la route de 1921. Mais vous Est-ce qu'on savez peut que prendre quelques articles qui le- sont restés tels quels? Au-delà de ça, si je peux me permettre, Céline et Jean-Luc, c'est que le tout premier, enfin, c'est pas la première réglementation qui tapait sur les chemins en France, c'était 1720. Où il fallait faire attention aux charrettes, le nombre de chevaux. Il y avait déjà eu des petites choses comme ça. Il y avait déjà Qui eu, mais était, c'était plus local en fait. Que c'était au niveau c'était les maires dans chaque Oui, ville qui mais ça instauraient existait. une réglementation. C'est pour ça que c'est bien qu'en 1921 on ait dit bon bah stop, on arrête d'avoir des règles qui sont Mais en différentes d'une ville à 1904, l'autre. on les a les règles de 1904 ? Non, les règles de 1904 ont été établies d'abord dans les Vosges, reprises ensuite par l'Automobile Club de France, voilà, et petit à petit, ces règles ont servi de base à ce qui a été établi en D'accord. 1921. Et D'accord. qu'est-ce qui n'a pas changé? Parce qu'on disait ça évolue beaucoup, mais il y a des trucs qui n'ont pas changé. Je parlais de la circulation à droite, on circule toujours à droite, Le mais stop. il y a d'autres choses qui n'ont pas changé.
Il y a par exemple le fait de rester maître de son véhicule. Ça existait déjà. Le truc aujourd'hui oui. qui peut vous faire plomber à tout moment parce que vous mangez en sandwich ou vous vous grattez le nez, Oui. ça existait déjà. Voilà, mais en même temps, on peut entendre, c'est une règle quand même assez logique de se dire que quand on est au volant de sa voiture, on fait tout pour être concentré et faire en sorte qu'on soit à tout moment en mesure d'effectuer les manœuvres qui nous incombent. C'est comme ça que c'est rédigé. D'accord. Ça s'entend parce que finalement, disons-le, la conduite n'est pas un acte si anodin et ça suppose quand même des règles et puis de la concentration. Donc ça, c'est tourné un petit peu différemment, mais ça reste dans l'esprit, ça reste, oui. La priorité à droite aussi, je crois que c'était dès le départ. C'est ça, et puis on parlait déjà vitesse à l'époque en disant qu'il fallait adapter son allure. Ça, c'est aussi une règle de base, évidemment, pour cohabiter dans un espace où on est beaucoup d'usagers, et puis beaucoup d'usagers différents avec des vulnérabilités qui ne sont pas les mêmes. Alors en plus, moi, il y a quelque chose qui m'a fait rigoler dans le texte que j'ai lu, le texte de départ, c'est que quand on avait 2 infractions la même année, parce qu'on pouvait avoir un PV même à l'époque, on pouvait se faire retirer son certificat de capacité. Au niveau préfectoral. 1921. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, on vous supprimait votre permis de conduire. Ouais. Quoi. Déjà, donc ça à existait l'époque. déjà. Ouais. Et pour la petite histoire, le fameux certificat de capacité, c'est l'Automobile Club d'Alsace à ses origines qui le délivrait. Les membres faisaient passer les épreuves de ce certificat avant qu'il n'évolue et qu'il devienne officiellement le permis de conduire. En tout cas, le code de la route, c'est un centenaire, mais qui suscite beaucoup de questions, beaucoup de discussions, beaucoup de litiges parfois, mais aussi beaucoup d'infox et beaucoup de rumeurs. Je crois que par exemple, le permis à points, c'est un marronnier. Je crois que c'est des choses qui tournent inlassablement. Et donc, ça suppose bien finalement la nécessité d'informer, de vulgariser. Céline, on va rappeler Céline, on va rappeler cette histoire de permis à points, c'est que très souvent et très régulièrement, on voit passer sur les réseaux sociaux que si vous avez passé votre permis avant que le permis à points soit installé, vous n'êtes pas soumis au permis à points. Je crois que tout le monde a compris ça. Oui, mais comme Céline venait de dire, le marronnier sur le permis à points, c'était bien de rappeler ce fake, parce qu'il existe encore, il tourne encore. Ouais. Quels ont été les grands aménagements du permis de conduire ? Est-ce qu'il y a des étapes vraiment où on a franchi une marche ? Il y a toutes les grandes étapes de réglementation, que ce soit sur la vitesse, sur l'alcoolémie, sur la ceinture, et puis ensuite un peu plus tard sur les distracteurs, notamment le téléphone au volant. C'est des grands points de rupture qui ont été nécessaires, notamment avec une évolution du nombre de personnes qui ont commencé à cohabiter sur la route, mais aussi avec un comportement et des choses qu'il a fallu réguler pour endiguer une problématique qui est vite apparue, c'est celui de l'insécurité routière. Donc ce code de la route, il est là aussi pour poser les bases en termes d'usage des voies, en termes de véhicules, mais aussi évidemment en termes d'apprentissage du permis de conduire et ensuite de tout un ensemble de règles qui structurent nos rapports aux autres et notre sécurité. Alors vous êtes en train de dire qu'il change beaucoup, mais est-ce que vous êtes, vous, pour une remise à niveau de tous ceux qui ont passé leur permis il y a 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans ? Parce que c'est vrai que si le permis évolue en permanence, forcément ces règles-là, on ne les connaît pas si on a passé son permis il y a longtemps. Est-ce que selon vous, ça serait une bonne idée? Une petite réponse vite fait. Ouais, nous on a deux objectifs. C'est déjà la mission de nos juristes, déjà de décrypter et d'informer, parce qu'on part du principe que c'est la clé pour circuler en toute sécurité, et que si les règles sont bien connues et bien comprises et bien expliquées, ça contribue à un comportement responsable. Et l'autre truc, c'est de donner la possibilité de susciter des rendez-vous avec ce fameux code de la route, pas seulement au moment où on passe le permis, mais plus tard tout au long de sa vie, alors sans forcément penser à quelque chose de contraignant et de coercitif, mais de faciliter l'accès à de la remise à niveau ou de la mise à jour régulière de toute la réglementation. Et c'est déjà ce qu'on fait de manière, nous, volontaire pour notre communauté d'adhérents, avec des ateliers de formation où on fait le point sur plein de
choses, et notamment les règles du code de la route pour donner les clés et faire en sorte qu'on arrive à conduire. Et c'est un espèce de continuum éducatif qui fait que on aura les clés le plus longtemps possible pour circuler le plus longtemps possible de manière sécuritaire, quoi. Et ben voilà, en tout cas. Merci Céline. En tout On a cas, fait je un vais tour. inscrire discrètement Laurence pour qu'elle fasse un. Je pense qu'on peut y aller tous les deux parce que vous avez eu votre permis avant moi. Vous êtes beaucoup plus vieux. Ouais, mais moi, régulièrement, je potasse le code de la route quand même. Mais en tout cas, c'est On vrai parle qu'il de a centenaire, mais on a va évolué. pas- Il a Voilà, évolué. Céline, on va vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Directrice merci à vous. juridique des politiques publiques de l'Automobile Club Association, qui nous a permis dans On parle auto de faire un point sur ce fameux permis, le code de la route qui fête ses 100 ans cette semaine en 1921. Allez, à suivre. On va parler maintenant des Awards de l'automobile. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses à dire avec des invités plutôt passionnants, eux aussi. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Sud Radio, 11h midi, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et je vous donne aussi le rendez-vous de midi avec Saroul et Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes avec ce sujet que l'on vous propose sur les pièces auto. Oui, les pièces auto équipementiers, beaucoup moins chères, sont-elles d'aussi bonne qualité que les pièces auto constructeurs? Lesquelles choisir? On vous en parle à partir de midi et vous pouvez dès maintenant nous rejoindre pour poser toutes vos questions au 0826 300 300. Mais tout de suite, allez, on parle des Awards de l'automobile. On est partenaire d'ailleurs. On est partenaire, yes. Sud Radio, 11h midi, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on accueille tout de suite Lionel Robert, qui est notre organisateur, qui est avec nous pour Sud Radio. Un mot de nouveau sur les Awards, Jean-Luc? Oui, les Awards de l'automobile. Ça sera quand, Lionel, tiens, que je note sur mon agenda tout de suite. Bonjour Laurent. Bonjour Lionel. Alors, en fait, la soirée de gala, comme on dit, se déroulera le 9 décembre. Ça va, on a un peu de temps. On a encore le temps d'y Oui, réfléchir. on a encore un peu voilà. de temps, mais ça se remplit assez rapidement. En fait, il y a de nouvelles marques qui sont arrivées. Oui, bien sûr. Alors, en fait, les inscriptions seront closes au 30 juin, ce qui reste donc, il nous reste encore un gros mois, on va dire, pour les clôturer. À date, on a déjà 25 constructeurs automobiles qui sont inscrits et 8 équipementiers. Et je pense qu'on devrait fort logiquement battre le record de l'an passé et donc terminer à peu près à un peu plus d'une quarantaine de marques en tout qui seront inscrites pour l'événement. Au moment où je vous parle, je dirais que tous les principaux constructeurs automobiles sont inscrits, les Français évidemment notamment, mais également tous les Allemands, les Japonais et ainsi de suite. Donc non, ça fonctionne très bien. L'événement est vraiment en train de prendre une dimension extrêmement intéressante et évidemment j'en suis ravi. Combien de catégories différentes? Alors une vingtaine de catégories très précisément. Enfin, est-ce que depuis notre dernier rendez-vous, vous avez rajouté une catégorie, Lionel? J'ai rajouté une catégorie. Alors j'ai rajouté. Non, parce qu'on en avait parlé. On s'était dit, tiens, il faudrait rajouter une catégorie pour un produit vraiment spécifique qu'on avait évoqué la dernière fois. Ah, alors vous parlez pour le coup du rétrofit peut-être. Exactement. Ah. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est vrai que ce sera une des nouveautés de l'année. Il y aura l'élection du modèle rétrofité de l'année, même si cette année sera une année relativement calme, on va dire, sur le sujet, puisque au moment où on se parle, il y a qu'un seul véhicule qui est homologué. Voilà, on est un d'accord. seul véhicule qui est homologué, puisque c'est la 2 chevaux 6. Ouais. Hein, voilà, exactement. Mais non, il y aura également aussi un peu plus de catégories, on va dire, green, puisqu'il y a une telle augmentation de l'offre en la matière qu'il semblait naturel d'augmenter le nombre de catégories. Donc il y aura une catégorie qui sera vraiment consacrée au full électrique, aux voitures qui sont 100% électriques, et une autre qui sera plutôt orientée vers les technologies green, comme par exemple, alors ça regroupera notamment les hybrides rechargeables, les hybrides tout court, mais aussi l'hydrogène pour ceux qui voudront bien s'y inscrire, et également des carburants verts tels que le 85. D'accord. Alors, dans les nouveautés que vous avez pu essayer récemment, qui risquent peut-être d'être distinguées dans leur catégorie, alors vous êtes assez éclectique, parce que vous m'avez parlé d'abord d'une Bentley Flying Spur avec un moteur V8, donc là on est carrément... Alors c'est dans de l'inaccessible pour monsieur tout le monde, et alors bon, ça pollue, on est d'accord.
Oh, si peu. Alors Si c'est peu. vrai que c'est toujours le plaisir de ce métier, c'est qu'effectivement, et ça va être de plus en plus le cas aujourd'hui, on va essayer des voitures qui, alors vraiment pour le coup, sont à l'opposé, on va dire, l'une de l'autre, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Donc effectivement, j'ai commencé ma semaine en Bentley Flying Spur V8, hein, modestement, puisque Ouais, vous savez qu'il existe une V12, hein, donc D'accord. avec le V8. Laurent, c'est vrai que vous passiez la chercher d'ailleurs, je suis d'accord. si vous l'avez encore. Mais je conduis. Je suis d'accord, mais je conduis aussi. Allez, ça marche. Je passerai à l'arrière, alors d'accord. Et donc, une voiture évidemment hors du temps, hein, extraordinaire. Ça coûte combien, juste comme ça, pour Alors, l'anecdote? celle que j'avais, le prix de base de l'auto tournait autour des 160 000 euros, Ah, mais de comme base. ils avaient le bon goût d'avoir mis 70 000 euros d'options, voilà, je vous laisse faire le calcul, on était un peu plus cher que ça. Ah oui. Bon, beaucoup plus raisonnable. Vous avez fini la semaine en Skoda Enyaq Ah oui, c'est pas la même. 4. Oui, si, c'est pas mal quand même. Non, hein. mais c'est pas le même prix. Non, c'est pas le même prix, mais c'est un SUV déjà quand même correct. C'est pas une voiture que tout le monde pourra se payer dans les semaines ou les mois qui viennent. Enyaq, oui, alors Enyaq 100% EV, électrique, là, pour le coup. Enyaq EV, 100% électrique, ça c'est vraiment une révélation. Hein, elle est conçue sur la même plateforme que la Volkswagen ID4, cette auto, mais dans une logique, on va dire, beaucoup plus familiale, beaucoup plus habitable, donc beaucoup plus Skoda, quoi, beaucoup plus simply clever, comme ils aiment bien le dire. Et franchement, c'est le genre de voiture qui vous fait aimer l'électrique. D'abord parce qu'elle se vante d'une autonomie quand même extrêmement intéressante, hein, puisque avec la grosse batterie de 80 kWh, pardon, on dépasse les 500 km sans difficulté. Hein, en mixte WLTP, d'une part, et puis parce que la voiture est d'une bonhomie et d'une décontraction absolue à la conduite, c'est un vrai régal. Et sincèrement, oui, ça donne vraiment envie aux familles de partir avec, si tant est qu'elles n'aillent quand même pas trop loin, notamment sur l'autoroute. Oui, c'est clair que la recharge en dehors de chez soi, ça reste aujourd'hui un gros problème. Et comme les awards, ce ne sont pas que des voitures, on va parler Sportswear pendant cette remise des prix avec un nouveau partenaire que vous avez. Ça s'appelle 8JS. Alors, je ne savais pas ce que c'était avant qu'on en parle en préparant cette émission. Et puis, il y a quand même quelques noms qui sont associés, qu'on connaît un petit peu, même si on n'est pas un fan d'automobile. Prost, Laurent, c'est un nom qui vous évoque quelque chose, non, par exemple? Et est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, un monsieur Prost avec nous aujourd'hui? Je crois qu'on a un des fils d'Alain, Sacha, qui est avec nous. Bonjour Sacha. Alors Sacha, oui, il est... Bonjour Sacha Prost. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très ça bien, y est, très bien. Ça y est. Bon, racontez-nous, alors déjà, quand on porte un nom comme le vôtre, se lancer dans le business, est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué? Alors, vous vous douterez bien que c'est pas une question, c'est pas la première fois qu'on me la pose. Ah bah, j'imagine. Mais non, écoutez, c'est voilà, en toute honnêteté, il y a des moments où ça peut faciliter une intrigue, et donc on est capable peut-être, voilà, d'avoir un certain rendez-vous. Et puis il y a d'autres fois, dépendant de l'industrie dans laquelle on évolue, où ça peut être effectivement peut-être plus compliqué. C'est sûr qu'on m'attendait pas, moi, deuxième fils de mon père, d'Alain, deuxième fils d'Alain, dans l'industrie de la mode et du textile. Donc on a dû se faire, j'ai dû me faire un prénom, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà, il y a des pour et des contre. Et puis comme je dis tout le temps, j'étais que le fils de mon père, donc je peux pas forcément comparer. Alors l'industrie de la mode et du textile, mais en lien quand même, alors pas forcément étroit, mais en lien avec l'automobile. Oui, alors bien sûr, c'est sûr que l'idée nous est venue. Donc c'est une entreprise que j'ai montée avec mon grand frère Nicolas et sa femme Delphine. L'idée nous est venue en fait un soir en regardant un reportage sur la Formule 1, comme on en regarde de temps, et on s'est dit c'est marrant, il n'y a pas de vraie marque inspirée du sport automobile, voilà, comme on l'entendrait nous. Qui vraiment récupère ces magnifiques détails et ces valeurs de ce sport qu'on adore. Et donc, on a décidé de se lancer finalement nous-mêmes dans l'aventure. Donc, vous avez une gamme de vêtements qui s'appelle 8JS, hein, c'est ça, hein? Voilà, c'est que en fait, en regardant ce magnifique reportage de la BBC, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de pilotes qui avaient un nom qui commençait par J à l'époque. C'est un peu rigolo. C'est vrai que c'est une histoire. On voulait pas appeler ça forcément avec le nom de notre famille, parce que on voulait que ce soit vraiment une marque qui puisse réunir tous les fans de sport automobile,
en général, et pas que ce soit forcément l'emblème voilà d'une personne, malgré notre admiration pour notre papa, mais notre admiration finalement pour tous ces héros présents, passés, futurs du sport automobile et de sport Sacha, on va dire thermique en général. Sacha, vous êtes accompagné de Delphine, hein, c'est ça? Donc c'est une histoire de famille. Exactement. À deux, c'est un homme et une femme. 3 même, parce qu'il y a le frère. Oui, trois. Ouais, donc c'est Delphine et ma Delphine, c'est belle-sœur. votre Elle belle-sœur. s'occupe voilà, de tout ce qui est design, production. C'est vraiment la directrice artistique de la marque. Moi, je m'occupe surtout du développement, voilà, faire en sorte que la marque soit de plus en plus de notoriété, à développer les points de vente, le site internet, voilà, etc. Ouais, super. Et avec l'aide, on va dire, de mon frère, d'un point de vue peut-être plus financier, structurel. Voilà. Bon, et puis si on veut en savoir plus, on peut aussi aller retrouver la collection sur internet. Exactement, hein, puis au on les nom de verra. Sacha Prost J'espère et- que Lionel Robert sera habillé en 8JS pour les awards. Bah, j'espère bien aussi. Ouais. Lionel, vous êtes toujours là? J'écoute religieusement Sacha. Non, je suis à la fois ravi et fier de ce partenariat avec 8Gs, hein, pour le prononcer vraiment comme il se doit, et vous dire qu'avec un tel partenaire, évidemment, les awards partiront forcément en pole position dans quelques mois. Eh ben c'est super. En tout Bon, cas, bah, merci donc, beaucoup. comme on dit par chez nous. Merci Lionel Robert, organisateur Merci. des Awards de l'automobile, et merci à Sacha Prost d'être intervenu aussi sur Sud Radio aujourd'hui pour nous parler de cette marque de Les vêtements. awards C'est cool. dont Sud Radio est partenaire. Faut préciser aussi. Au Et on même vous titre souhaite que 8JS. plein de bonnes choses, Sacha, à vous, à Delphine et à votre frère pour le développement de cette jolie marque. Allez, tout de suite, eh bien, on va parler de toute autre chose. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et si on en avait marre, ça y est, c'est fini. On ne voit plus ces espèces de grandes décharges un peu partout de pneus foutus. Quoique, mon Jean-Luc, c'est un vrai problème, hein, les pneus qui ne sont plus utilisés Oui, par parce les qu'on a voitures. tous. Alors, moi, je vais l'avouer, hein, chez moi, j'ai des pneus dont je me sers pas, qui sont usagés. Je sais pas quoi en faire. Donc, Ah, Je parce que me moi, suis- je les mets au garage. Enfin, Oui, c'est non, mon mais c'est garagiste dans votre qui garage. s'en Ah oui. occupe. Ouais, du d'accord, coup. d'accord. Moi, je suis une fille, donc moi, si je peux ne pas voir les mains noires, ça m'arrange. voilà, mais bon, un garçon se dit, je pourrais toujours en faire quelque chose. Et en fait, il traîne. Et puis, Des au pots bout de d'un fleurs. moment, ouais, c'est ça. Dans le jardin. Non, mais c'est vrai, chez ma grand-mère, il y Mais avait oui. effectivement des pots de fleurs en Qu'on pneumatique. peignait. Bon, on va essayer d'être plus sérieux. Dominique Stemfeld, président du syndicat des professionnels du pneu, est avec nous. Dominique, qu'est-ce qu'il faut faire de ces vieux pneus déjà? Alors, Bonjour Dominique. bonjour Dominique, est-ce qu'on les Bonjour à recycle? tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait des vieux pneus? Surtout, Jean-Luc, on ne les jette pas dans la nature. Ah, très bien. Et ça coûte combien, tiens, d'ailleurs, de jeter un vieux pneu dans Si la on nature? se fait avoir. Ouais, si Ah on Ben, se fait piquer. on risque tout simplement 1 500 € d'amende. Ah ouais, c'est chaud. Donc, oui, c'est un peu stupide. Et c'est d'autant plus stupide que la filière du pneumatique est organisée pour collecter tous les pneus usagés. D'accord. Donc, On paye d'ailleurs une éco-contribution quand on achète un pneu neuf pour le recyclage futur du pneu. Absolument. Lorsqu'on achète un meuble ou un matériel électroménager, en bas de la facture, on a une ligne sur l'éco-contribution pour la collecte et le recyclage du matériel qu'on veut jeter, dont on veut se débarrasser. Pour le pneumatique, c'est un tout petit peu différent. Il y a effectivement une éco-contribution qui est intégrée dans le prix du pneu. Alors, on la voit pas, mais elle existe. Et chaque automobiliste, quand il achète un pneu neuf, il paye 1,22 € exactement pour que son pneu soit collecté et recyclé. Bon, alors mes pneus sont usés, je les mets où? Je les emmène chez le garagiste, j'en fais quoi? Alors, vous pouvez les emmener chez le garagiste. En fait, tous les distributeurs, tous les revendeurs de pneus ont l'obligation de reprendre les pneumatiques. Alors usagés. l'obligation, hein? Oui, absolument. L'obligation, c'est-à-dire vous arrivez avec des vieux pneus, ils peuvent pas vous dire j'en veux pas, vous les avez pas achetés chez Non, moi. alors bon, c'est mieux effectivement, c'est plus sympathique d'aller chez son garagiste habituel, voilà. Et puis l'autre solution, c'est de les apporter dans une décharge, puisqu'en France, il y a 1500 décharges qui sont habilitées pour recevoir des pneumatiques usagées. D'accord. On en fait quoi après de ces pneus? À part des petits puits avec des nains dessus comme chez Laurence. Ah non, désolé. C'est très joli ça, Laurence. Mais oui, mais il faut avoir un jardin, vous êtes gentil. Alors on peut en faire plusieurs choses. L'essentiel pour le moment est valorisé dans les cimenteries ou dans les aciéries. C'est également valorisé comme carburant dans les centrales qui fabriquent de la chaleur urbaine. Et puis on en fait aussi des broyats. Alors ces broyats, ils sont utilisés pour faire des revêtements de sol et une multitude d'objets en caoutchouc.
Alors, pour avoir une idée sur le nombre de pneus, parce que Laurence disait au début, on voit plus de décharge. Alors, est-ce que réellement aujourd'hui, avec la mise en place de cette filière, il n'y a plus de décharge sauvage? Est-ce que la totalité des pneus vendus sont vraiment recyclés? Ou est-ce qu'il y en a qui se baladent encore? Laurence, il n'y a plus de décharge, c'est tout simplement parce que la filière s'est occupée de les supprimer. Donc en fait, on a récupéré tous les pneus qui étaient dans les décharges pour les retraiter. Et puis aujourd'hui, en fait, on vend à peu près 50 millions de pneumatiques tout type en France. Et on recycle, on collecte 50 millions de pneumatiques, donc c'est environ 500 000 tonnes. D'accord, ça représente quoi en pourcentage de la totalité des pneus vendus? C'est quasiment 100%. Donc oui. la filière du pneumatique est une filière qui est considérée comme étant exemplaire, puisque elle est une des seules à recycler la totalité des produits qu'elle a mis sur le marché. Alors moi, il y a une question que je veux vous poser absolument, Dominique. Ces vieux pneus, on peut pas en faire des neufs avec? Parce qu'on sait que sur les plastiques, aujourd'hui, on arrive à refaire des choses nouvelles avec des plastiques anciens. Là, on peut pas refaire des pneus neufs? Alors, à titre expérimental, on sait faire des pneus neufs, mais on ne sait pas l'industrialiser. Donc aujourd'hui, les recherches des manufacturiers, de tous les manufacturiers majeurs, convergent vers la possibilité de refabriquer des pneumatiques à partir de matériaux usagés, de matériaux recyclés. Donc on peut espérer qu'en 2040-2050, tous les pneumatiques que vous achèterez seront des pneumatiques issus de matériaux recyclés. On ne recycle pas aussi sur des revêtements de sol? Si, on fait les terrains de tennis. En fait, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on fait comme ça. Donc en fait, la filière, elle se bouge en fait pour faire en sorte que ce pneu ne reste pas en train de pourrir la nature, comme ça a été le cas quand même de nombreuses années, quoi. Tous ces pneus qui vont s'étaler sur les plages cet été, mon Dieu, quelle horreur. Non, vous parlez pas des mêmes. C'est pas les mêmes. Non, vous parlez pas des mêmes pneus. Et puis surtout, il y a aussi des fois les révolutions en France, vous savez, ou les manifestations, et on fait brûler des pneus devant les préfectures. Bon, merci Dominique. Pas écologique du tout. Ouais, non, pas du tout, mais je taquine exactement, vous le savez. Merci Dominique. Dominique Stamfel, merci beaucoup. Merci. Président du syndicat des professionnels du pneu. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et puis tout de suite, on va décider, enfin en tout cas vous allez aider Bruno qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Laurence et bonjour Jean-Luc. Vous êtes de Rennes, en Bretagne. Ah, c'est dommage. Oui, tout à fait. Enfin, j'aurais préféré qu'il soit d'Agen. Ah bah oui, mais non, il est de Rennes. Non, Bruno d'Agen. Oui. Oui, on me l'a déjà fait. Je l'avais pas vu arriver, moi, celle-là. Mais... Non, j'en fais des faciles parce que comme ça, tout le monde comprend. Enfin, surtout sauf Florence, là, qui n'avait pas percuté. Alors, vous avez besoin des connaissances de Jean-Luc pour choisir votre futur véhicule, c'est ça? Eh bien oui, complètement. Voilà, je commence à réfléchir pour changer ma vieille Polo qui va avoir 16 ans. Oui. Et je serais intéressé par la Ford Fiesta ST. Mes enfants ne sont pas d'accord avec moi, ils voudraient eux une Audi A1 ou une Clio. Dites donc, une ST, vous tapez fort, vous avez envie de prendre un peu de plaisir au volant, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Puis j'ai remarqué qu'ils ont installé un nouveau moteur dedans, là, qui a un son magnifique. D'accord. Et vous? Et donc, alors, sur ça, je ne peux que vous encourager, voilà. Et j'aurais voulu savoir si il était capable de consommer de l'éthanol, sans boîtier. Sachant que Ford font des moteurs maintenant, une gamme à l'éthanol, quoi. C'est vrai que les moteurs, la gamme EcoBoost Ford est sans doute celle qui est le mieux adaptée à l'éthanol. D'ailleurs, c'est pour ça que Ford a si rapidement proposé des modèles qui arrivent d'ailleurs. Tiens, on est au printemps là, les premiers modèles livrés en série FlexFuel vont arriver et c'est des moteurs qui supportent plutôt bien le passage à l'éthanol. Alors maintenant, quand vous me dites sans boîtier, est-ce que vous allez rouler à 100% d'éthanol ou pas? Oh oui. Oui. Enfin, Jean-Luc, il a fait les gros yeux. Hein. Non, moi je commencerai doucement. Je commencerai doucement pour voir comment réagit mon moteur. Vous savez que quand on passe à l'éthanol, il y a moins d'énergie dans l'éthanol, donc il faut en injecter plus. Ça veut dire que votre calculateur va devoir alimenter plus les injecteurs. Il a forcément une plage de réglage qui est limitée. Alors, en fonction de chaque moteur, la plage de réglage est différente. Moi, j'irai progressivement pour tester jusqu'où je peux aller. D'accord. Faites 30%, ensuite passez à 50%, ensuite 70%. Et puis après, si ça fonctionne bien jusque-là, essayez 100%. Franchement, moi, je serais vous quand même, je conserverais une part
au moins, je resterai à 50% et je tournerai à 50% d'éthanol, 50% d'essence. Vous allez avoir sur Internet plein de gens qui vous disent « Moi, j'ai roulé, il n'y a pas de problème, ça fonctionne ». Ça fonctionne. Et en plus, sur ces moteurs-là, vous allez gagner des chevaux. Normalement, on n'en parle pas, mais vous allez gagner sans doute une vingtaine de chevaux. Donc ça veut dire que la voiture la voiture va mieux marcher à l'éthanol. En revanche, elle va consommer plus. Vous allez consommer 20% de plus à l'éthanol, mais avec un carburant qui est à 65 centimes aujourd'hui par rapport à 1,50 € à certains endroits ailleurs, c'est vrai que le calcul est vite fait, quoi. Mais ne prenez pas le risque de rouler 100% à l'éthanol. C'est un véhicule d'occasion que vous allez acheter? Alors, je serais parti sur un véhicule neuf. Un véhicule neuf, super. Oui. Comme je les garde relativement longtemps. Vous allez perdre la garantie, au constructeur, le fait de rouler à l'éthanol. Alors, vous voyez, je me suis permis d'appeler Ford France et qui m'ont dit que ça dépendait des concessions. Il n'y a pas de risque, quand même. Ça, ils vous l'ont dit avant. Le jour où vous aurez un problème. Parce qu'on le voit que le moteur a tourné à l'éthanol. Il suffit de se brancher sur l'OBD et puis le calculateur vous dit que vous allez rouler avec de l'éthanol. Donc, le concessionnaire dira « Mais attendez, vous avez une voiture qui n'est pas homologuée pour rouler avec ce carburant-là. Elle est tombée en panne, c'est à cause du carburant. » Même si ce n'est pas à cause du carburant, mais si c'est un problème moteur, ils vous diront ça. Donc, ils vont s'affranchir du truc. Attention, même si il y a moins de risques à passer un moteur EcoBoost Ford à l'éthanol que d'autres marques, françaises par exemple, c'est quand même un risque. Vous risquez de perdre cette garantie si vous avez un problème moteur. Il y a peu de chances d'avoir un problème moteur, mais c'est pas exclu. C'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire là, c'est une partie de poker. Certes, vous avez plus de jeux, mais ça reste une partie de poker. Mais pourquoi vous ne choisiriez pas directement un des moteurs à éthanol de chez Ford? Parce qu'il veut une ST, qui est la version sport. Prise de risque, quand même. Oui, mais elle ne sera pas vendue. Et c'est vrai que quand on a envie d'une ST, on ne veut pas redescendre sur un modèle standard. On ne veut pas un modèle sans chevaux quand on a une qui fait 2 fois plus. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup quand on prend un ST de mode de l'éthanol? Bah oui. Ou alors, c'est de l'équiper d'un boîtier. Ou de l'équiper d'un boîtier. Et là, est-ce que Ford pourrait le faire directement? Non, Ford ne le fait pas directement. C'est les fabricants de boîtiers qui le font. Aujourd'hui, il y a 5 marques qui font des boîtiers. Maintenant, sur votre modèle précisément, il y en a sans doute au moins 3 qui en font. Donc, vous pouvez toujours regarder ça. Alors, ça va vous coûter plus cher, évidemment, que si vous roulez avec de l'éthanol sans avoir mis de boîtier. Oui, c'est peut-être le prix de la c'est le prix de la sécurité. Mais si vous ne faites pas 100% d'éthanol, vous pouvez déjà prendre ce risque-là. Et du coup, le budget? Faites 50-50. Ah bah oui. Et le budget? 50-50 avec son moteur d'origine, ça lui coûte 0. Il va juste rouler 30% moins cher que d'habitude. Bon, ça va. C'est déjà pas mal. Et vous allez gagner quelques chevaux. Il y a ça aussi. Testez-le. Tenter ça. Testez-le. Ça m'intéresse d'ailleurs. Restez en contact avec nous et j'aime bien avoir du retour quand les gens font des tests comme ça. Eh ben c'est promis. Super. Eh ben merci. Bon à bientôt Bruno alors. Eh ben merci beaucoup à vous deux. Merci. De rien. Et puis un bon samedi. Et puis bonne acquisition pour votre futur Ford. Merci beaucoup. Je vous remercie. Salut, bon week-end du côté de Rennes. Grand beau temps sur toute la France, donc tout le monde va pouvoir en profiter. Attention, ça va beaucoup sortir. Faites attention, les gestes barrières ça, quand même. Bien. La semaine prochaine, on aura une voiture encore plus sympa en essai avec la voiture de Bruno. C'est quoi? La petite Toyota Yaris GR. Celle qui fait vraiment 261 chevaux dans une Yaris. Vous imaginez? 4 roues motrices. C'est une voiture de rallye. Ça décolle en fait. C'est un avion votre truc. Ça vole. Exactement. Vous verrez dans la vidéo d'ailleurs, je vous en dis pas plus. Vous n'hésitez pas à nous retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup, monsieur Jean-Luc Moreau. Merci, dame Laurence. Tiens donc, on se retrouve avec vous dès samedi prochain. Et vous retrouvez bien évidemment les essais voitures sur la chaîne YouTube de Sud Radio pour les essais voitures de Jean-Luc. Et puis quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre rendez-vous Ça roule. Ça roule qui vous pose la question suivante. Les pièces auto équipementiers beaucoup moins chères sont-elles d'aussi bonne qualité que les pièces auto constructeurs pour la réparation de votre voiture? Vous nous rejoignez dès maintenant 0826 300 300 pour nous donner votre avis. À tout de suite.